Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre émission hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités qui sont des chroniqueurs, médias, des analystes. Avec eux, nous revenons donc sur l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, au plan national, on va évoquer des sujets qui ont marqué donc votre attention. Il s'agit, premier sujet, de l'affaire Adama Kanazé, du nom du conseiller spécial du président du Faso, impliqué dans une affaire, en tout cas une affaire de sous, donc de corruption en lien avec des écoutes qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous allons débattre de ce sujet. Et puis, second sujet, il sera question du processus électoral avec la demande d'un audit international, demande faite par Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition politique. Nous revenons sur ce sujet. Et puis, un troisième sujet, au plan national, il sera question de la naissance de cette coalition, toute autre coalition donc à l'opposition politique. Il s'agit de la coalition La Rupture de 5 partis. Nous revenons sur ce sujet-là. Et puis, en international, c'est le Mali. Le Mali avec les propositions de transition du M5, le mouvement qui conteste donc Ibeka, le président malien. Nous revenons sur ce sujet-là avec mes invités. Premier invité, Maître Kelem de Tambela. Maître Kelem de Tambela, il est avocat, il est inscrit au barreau. Il est donc président du CRI, qui est le Centre international de recherche Centre de recherche international et de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et juste à ma gauche, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci, Parfait, d'être sur ce plateau. Et puis, juste à côté de Parfait, Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci, Lengani, d'être sur ce plateau. Et puis, enfin, dernier invité, Évariste Faustin Consembo, il est chroniqueur média, il est le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Avec eux, donc, nous allons passer en revue ces différents sujets-là. Nous allons cependant commencer avec un sujet lié à l'insécurité, aux exécutions, notamment de 7 personnes, 7 civils à Tanwalbougou, et qui a donné lieu à une réaction donc, du ministère de la Défense. On a vu le communiqué circuler. Il est dit également, par rapport à cela, qu'un des officiers donc, qui a conduisait cette unité a été relevé. On n'en sait pas trop, mais nous débattons donc de ce sujet parce que les questions donc, des droits de l'homme se posent avec la récurrence de ces exécutions. En tout cas, nous parlons d'identité culturelle également. Ce chapeau de Saponé a été donc labellisé ce week-end à Saponé même. Je le porte juste pour revenir sur la question d'identité et dire que notre identité étant menacée par ces questions de terrorisme également, il faut qu'on en parle. Lengani Isaka, sur ce qui s'est passé à Tanwalbougou. Ce qui s'est passé à Tanwalbougou n'est pas malheureusement un fait nouveau, un fait, je dirais, unique dans l'histoire récente de notre pays. La réaction du gouvernement à travers l'enquête qui est en train d'être menée, dit-on, et dont on n'a aucune preuve de la réalité, est déjà une bonne annonce. Une bonne annonce qui, de mon point de vue, doit appeler d'autres actions beaucoup plus vigoureuses. Parce que dans la même région, il y a juste un mois, il y a eu 12 personnes qui ont été passées de vie à trépas, dans des conditions atroces. Ils ont été torturés jusqu'à mort. Donc on ne peut pas mener des enquêtes pour 7 personnes et puis laisser juste un mois en avant 12 personnes. Et on sait aussi que dans la zone, et au-delà de la zone, il y a des actions de ce genre-là qui sont menées et les gens dénoncent. Et quand on dénonce, c'est là qu'il faut quand même avoir la pertinence et l'intelligence citoyenne de comprendre que quand on dénonce, ce n'est pas parce qu'on est contre X ou Y, ou bien parce qu'on est contre le régime. C'est parce que nous courons tous vers un drame national qui sera géré, qui doit être géré par autres personnes que nous-mêmes. Nous sommes dans un ensemble, sur une planète où il y a des règles à respecter. Si vous ne les respectez pas, si vous êtes incapable de les résoudre, d'autres personnes vont les résoudre à votre place. Et je dis, pour terminer sur ce point, que je suis très en colère contre ceux qui incitent à ces actes-là. Parce qu'ils oublient les conséquences sur ceux qui commettent ces actes-là. Je suis croyant et je suis convaincu que tu ne tues pas un être humain, surtout quand la personne est innocente, et puis t'en sortir librement. Ce n'est pas possible. Lengan, sur cette question, concernant les 12 morts d'il y a quelque temps, est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête? Je crois savoir que le procureur du Faso avait actionné, et puis par la suite, le dossier a été remis à la justice militaire. Mais pourquoi là, tout récemment, on relève le monsieur, on l'arrête, et le procureur, lui, ne prononce rien? Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ou c'est la même justice, ou ce n'est pas la même justice. Et là, donc, il y a 2 poids, 2 mesures par rapport à des agents des Burkinabés qui ont agi pratiquement dans les mêmes conditions. Et là, il n'y a pas de justice.
et pour les victimes et aussi pour les acteurs. Parce que ceux qui ont commis ces actes-là, ils vont répondre, mais comment ils vont répondre? Devant quelle justice? Dès lors que cette justice-là permet d'arrêter, dans un premier temps, laisse libre le premier acteur, qui semble-t-il même, il a fallu des pressions pour que même on le change, pour qu'on le relève même de ses fonctions. Ça peut être fait immédiatement, c'est ça, après des pressions, des menaces, etc., qui viennent même de l'extérieur, dit-on, qu'on a relevé finalement ce monsieur. Bon. Est-ce à dire que lui sera impuni? Et bon, il y a d'autres cas que l'histoire de ce pays connaît. Et même pendant qu'on parle, il nous a été révélé que le 28 juin, mais il y a eu pratiquement une cinquantaine de personnes qui ont été passées de vie à trépas. Oui, la coalition contre l'impunité, la stigmatisation a publié sur sa page une cinquantaine de morts également dans une localité non loin de Gorom-Gorom. Et pourquoi on n'en parle pas? Depuis le 28 juin, personne n'en parle. Et il semble que la zone est pratiquement inaccessible, fermée par ceux-là qui ont fait ça. Parfait, Silga. Je pense que Lengani confond deux situations différentes. Parce que la mort des 12 personnes-là, on a bien précisé, ce sont des personnes qui ont été arrêtées et elles sont décédées au cours de leur séjour dans le violon de la gendarmerie. Mais dans le deuxième cas, il s'agit de personnes qui ont été retrouvées mortes. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux situations. Qui a d'abord été arrêté non, il faut avant pas d'être confondre... retrouvé morte. Oui, d'accord, il ne faut pas confondre les deux situations. La première situation, les 12 personnes, je pense qu'il y avait plus de 12 personnes qui ont été arrêtées et c'est dans ce nombre-là que 12 personnes sont décédées dans le violon. Ce n'est pas dans le violon. Voilà, justement. On va considérer la version officielle que la justice a donnée jusque-là. On considère la version officielle. Oui. Dans la version officielle, et à la suite de l'enquête du procureur, il a été dit que ces personnes ont été arrêtées, c'est dans le violon, ce sont les conditions, c'est ce qu'on a compris, ce sont les conditions de détention qui ont provoqué la mort. Ça, c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas, on dit que ce sont les personnes qui ont été arrêtées et retrouvées mortes. Donc, moi, je suis heureux que... Il faut peut-être préciser criblé des balles aussi. Hein. Ça aussi, c'est une précision qu'il faut apporter. Voilà. Maintenant, la thèse qui a été avancée pour le premier cas des 12, on sait ce qu'il y a eu. J'ai dit ici que le maire de Dori a dit qu'il a vu son cousin, il a vu une balle dans la tête de son cousin. Parfait, on ne reviendra pas sur ces éléments. Mais revenons on va parler justement des 7 civils qui ont été exécutés récemment, qui a donné lieu à ce qu'il y ait sanction au niveau de voilà. Donc, OK, vous voulez qu'on parle de ça? C'est parce qu'il y a la confusion que les gars. Il n'y a pas de confusion. Il y a eu d'abord 12 morts et ça, c'est... Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de confusion, je peux continuer. Je suis heureux qu'effectivement, il y ait eu cette réaction du ministère de la Défense et qu'effectivement, à la suite de cela, on ait relevé un officier. Si on relève un officier, c'est qu'il y a des faits probants qui peuvent effectivement amener à prendre cette décision. Mais le plus important, c'est de dire ici qu'on est dans une matière de droits humains. Et quand il s'agit d'affaires de droits humains, il faut qu'on mène une enquête. Et s'il y a des coupables dans cette affaire, il faut qu'ils soient sanctionnés. Parce que la vie humaine est sacrée. Merci. Maître, on a deux situations là. Il y a la situation précédente, antérieure, où il y a eu 12 morts. Là, on dit arrêtés et gardés à vue, et il y a eu 12 morts de personnes. Bon, ici, il semble que ce sont des forces de défense et de sécurité qui sont allées donc interpeller des personnes, et puis par la suite, on a trouvé ces personnes mortes quelque part, criblées de balles, et il s'en est suivi un communiqué qui annonçait des enquêtes, et puis par la suite, on entend qu'un officier, notamment un capitaine du grade capitaine, a été relevé et mis, je crois, à la disposition donc, de la justice. Oui, est-ce qu'il y a du 2 poids 2 mesures dans la façon de traiter ces dossiers? Je ne sais pas. De toute façon, ici, nous sommes tous en train de spéculer. Personne n'a été témoin des faits ici. C'est d'après ce qu'on dit. Mais quand on relève un officier... Non, mais j'arrive. Quand on relève un officier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des indices. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Il y a des indices qui pèsent sur cet officier. Et après vérification, on pourra prendre la décision. Vous avez appris ce qui s'est passé du côté de Dédougou, c'est quoi? Où il y a un officier qui avait été relevé parce qu'on l'accusait de ceci, de ceci. Après enquête, on a trouvé que ce n'était pas vrai.
Je pense que vous savez de quoi je parle. Bien sûr. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des indices qui pèsent sur la personne. Alors, pour pouvoir mener les enquêtes, on le met de côté et on met les enquêtes. Et on fait les enquêtes. Après le résultat des enquêtes, on aura une idée plus précise et on prend la décision qu'il faut. Voilà. Parce que, bon, je suis un peu surpris parce que depuis un certain temps, vous savez que le droit international humanitaire fait obligation aux États signataires d'incorporer les dispositions du droit international humanitaire dans leur législation interne. Ce qui a été fait ici au Burkina Faso. Donc, non seulement le Code de discipline générale des armées, mais le Code pénal qu'on vient d'adopter incorpore des dispositions du droit international humanitaire. Donc, les officiers sont censés connaître les rudiments de ce droit-là, de protection des droits humains. Alors donc, je serais surpris qu'un officier de cette trame, surtout un capitaine, parraine des exécutions sommaires, comme on le dit. Cela dit, tout est possible. Voilà, nous sommes tous des êtres humains. Mais si c'était le cas, ça voudrait dire vraiment un déni total de la loi. Et donc, nécessairement, la personne doit répondre de ses actes. Mais ce n'est pas quand même la première fois qu'on dénonce des exécutions sommaires. Il y a eu plusieurs cas par le passé où on dit chaque fois ce sont les forces de défense et de sécurité. Il y a des enquêtes qui sont faites, il y a des ONG internationales, Human Rights Watch, etc. qui font il faut des savoir pressions. que... Et si aujourd'hui on commence à relever ou à tendre vers la sanction de ceux des exécutants, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un changement, au niveau même de l'armée? Peut-être pas. C'est peut-être les indices à la disposition des autorités. Il faut savoir aussi que notre code pénal qu'on vient d'adopter interdit la torture, toute forme de torture, comme les traitements inhumains, etc. Et les officiers sont censés le savoir. Et si cela se révèle, les victimes ou leurs ayants droit ont la possibilité de déposer une plainte, puisque le droit punit les auteurs ou les commanditaires de ces actes-là. Donc il faut dire que si tel est le cas, les victimes ou leurs parents peuvent déposer une plainte, actionner la justice, et maintenant on verra le résultat. Évariste Concebo, on continue toujours dans la même situation. C'est toujours Tanwalbougou, encore une fois. Et ensuite également, c'est toujours une même communauté qui semble. Est-ce que là, on n'est pas en train de s'enfoncer dans une situation assez difficile? D'abord, il faut féliciter les actions de ceux qui dénoncent depuis longtemps, parce que souvenez-vous qu'il y a eu Irgou, Caen, Arbina, les gens ont dénoncé. Maintenant, il faut peut-être croire que les choses sont en train de bouger, parce que ça a été quand même du travail. Et puis, des gens ont été menacés pour avoir osé même dénoncer ou en parler. C'était un tabou. Les gens voulaient qu'on érige, donc c'est fait là en rang de tabou. Donc d'abord, il faut les féliciter. Maintenant, c'est vrai, oui, encore une fois de plus, c'est dans la même localité. Et en fait, les éléments encore en cause, il semblerait, parce que comme il l'a dit, nous n'étions pas sur le terrain, mais quand on se fie au communiqué donc, de l'état-major, en fait, ils disent que c'est suite à une opération militaire menée le 29 juin. Bon, donc la conséquence de tout ça, il y a quand même un lien, c'est suite donc à ces opérations. Maintenant, qu'on ait retrouvé des corps sans vie de personnes avec des balles, tuées par balles, bon, écoutez, moi je veux bien qu'on ouvre une enquête administrative. On peut dire oui, c'est déjà quelque chose, mais c'est déplorable. Moi, en fait, j'étais alerté sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu une envolée lyrique vraiment d'une des personnalités qui laisserait même pas... C'est même pas une histoire d'ethnie. N'importe quel être humain qui entendrait l'histoire de la petite fille accrochée à la voiture qui est venue amener son papa et qu'on a retrouvé mort, c'est un problème humain, en fait. C'est un drame. Et donc, devant un tel drame, on peut pas ne pas interpeller ou dénoncer sous prétexte qu'on jetterait de l'huile sur le feu. S'il y a un problème, il va falloir donc s'arrêter à un moment donné et regarder. Mais bien sûr, les causes sont connues, que ce soit dans la localité. Et il y a eu même, on a expliqué de façon géostratégique pourquoi est-ce que c'est dans ces zones-là qu'on trouve beaucoup peut-être de gens qui sont peut-être soupçonnés. Mais tout ça, c'est des débats. Il faut en débattre. Il ne faut pas occulter le problème. Mais moi, une fois de plus, je tiens à dire, c'est pas nous soutenons les FDS. Parce que moi, à mon sens, jusqu'à preuve du contraire, dans les forces armées de notre pays, il y a toutes les ethnies. On ne peut pas venir me dire que le mot de recrutement exclut d'autres pas. Ça, c'est d'abord de un. Maintenant, ce que nous n'acceptons pas, ce que nous condamnons, c'est les abus. Voilà. Et les abus qui se fondent sur des arbitraires. Ça, nous allons toujours le dénoncer. C'est vrai, comme je dis, c'est vrai que c'est dommage, ça semble toucher une communauté, Donné, ça, il faut le reconnaître, mais je dis aussi, il faut avoir le courage de regarder en profondeur.
le malaise, il y a un malaise, il y a un mal-être. Merci. Lengani, un dernier mot. L'autre conséquence de cette affaire, c'est que ce type d'action alimente le terrorisme lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand vous agissez comme ça, vous montez les populations contre les FDS. Vous voyez. On a vu par exemple un communiqué de la Croix-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge, qui appelait au respect des règles, des normes humanitaires en matière de guerre. Ouais. Par exemple, quand on discutait sur une balle ou pas, mais n'est-il pas mieux de mourir d'une balle que d'être tabassé jusqu'à mourir? Parce que c'est ce qui est arrivé aux 12 premiers. Ils ont été tabassés jusqu'à mourir. Et les autres, là, c'est une balle en passant. Non, Lengani a la parole. Je me Parfait. permets Lengani a la parole. En fait, moi j'ai un problème. Quand Lengani dit qu'ils ont été tabassés, vous avez quelle preuve pour dire qu'ils ont été tabassés? Vous n'avez pas de preuve. C'est ça qui est le problème. Il y a une enquête qui a été faite par le procureur qui dit que lui, il ne peut pas dire qu'ils ont été tués par balle, qu'ils ont été tabassés. Il ne peut pas le dire. Et vous, vous dites qu'ils ont été tabassés. Vous avez quelle preuve pour le dire? Moi, la preuve, c'est les témoignages sur lesquels le procureur va se fonder et qui n'a pas fait pour le moment. C'est-à-dire, je suis en avance, en perspective sur le procureur. Et si le procureur mène ses enquêtes de manière... Le procureur militaire maintenant, parce oui, que ceci mène de manière honnête. Les mêmes gens qui nous disent que les gens ont été tabassés, parce que c'est 3 personnes qui existent, qui sont toujours vivantes, qui ont été tabassées elles aussi, et qui ont évité la mort. Le procureur va entendre ces mêmes personnes-là, et ces mêmes personnes vont lui dire la même chose. Merci, on s'arrête à ce niveau. Le débat, dans tous les cas, c'est une question qui est grave. C'est une question qui, les enquêtes vont toujours continuer, les témoins, les journalistes aussi font toujours des travaux sur le terrain. On aura en tout cas le fin mot quelque part à un moment donné. On continue dans ce débat avec l'affaire Adama Kanazoué, une autre affaire d'affaires, de deal entre hommes d'affaires, entreprises et le conseiller du président, conseiller spécial du président. Alors on va dire que la question fondée sur des écoutes qui circulent entre Adama Kanazoué, attribuées donc à Adama Kanazoué et à un opérateur économique qui aurait reçu donc un marché et pour lequel il fallait donc des commissions, des rétrocommissions. Alors, parfait Silga. Alors, ça ne fait pas trop déjà les écoutes qui circulent, qui mettent des gens en cause. Et là, on est jusqu'à Kosiam. Bon, effectivement, on est dans une république d'écoute maintenant. Parce que c'est ça, il faut le dire. Je pense qu'une fois, on avait évoqué ici ces atteintes à la vie privée. Là, quand on regarde, on voit un homme d'affaires, Adama Kanazoué, qui met en relation un homme d'affaires ivoirien avec des jeunes burkinabés pour la sous-traitance d'un marché. Et puis, voilà, patatras, les choses tournent mal. Et puis, bon, on a des écoutes où on semble comprendre que quelqu'un ne respecte pas ses engagements. En tout cas, voilà. Mais ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Mais avant qu'on continue, Adama Kanazoué, on se comprend sur son statut conseiller du président, homme politique ou homme d'affaires? Mais dans ce qu'on évoque ici, effectivement, c'est un homme d'affaires, c'est un apporteur d'affaires qui a été le lien entre un homme d'affaires ivoirien et puis 2 jeunes burkinabés. Donc, moi, ce que je dois retenir ici, c'est l'homme d'affaires. Mais ce qui fait problème, justement, c'est parce qu'il est conseiller spécial du président du Faso et donc qui a un poste... Non, ce qui fait problème, ce sont les écoutes. Ce qui fait problème, c'est 2 jeunes qui décident d'enregistrer, mais qui, pour se venger, mettent les écoutes là sur la place publique. Et moi, je dis moralement, vous essayez d'aider des gens pour une affaire, et puis bon, finalement, c'est vous qui êtes dans les beaux draps. Parce qu'en réalité, on est passé du statut de l'homme d'affaires, et avec les écoutes, on voit en avant, on met en avant le statut du conseiller spécial du chef de l'État. Et c'est ça qui est le problème pour l'image de Adama Kanazoué. Parce qu'en réalité, quand ça se faisait, ce n'était pas
ce n'était pas le conseil spécial qui traitait l'affaire, c'était l'homme d'affaires. Mais maintenant que c'est sur la place publique, on va dire le conseil spécial du chef de l'État qui est impliqué dans une affaire. Mais à l'origine, ce n'était pas cela. Oui, mais justement, l'homme d'affaires, Évariste, comment on peut démêler cet écheveau-là? Comment on peut faire la différence entre l'homme d'affaires et le conseiller du président du FASO, donc qui fait des affaires qui certainement pourraient être tombées sous le coup de l'enrichissement illicite, de la concussion, etc. Il y a deux niveaux. Le premier niveau est d'abord moral et éthique. Parce que M. Adama Kanazoé semble incarner ce qu'une certaine jeunesse accepte comme étant la relève, comme étant le modèle. Bon, donc, de ce point de vue, il devrait quand même être intraitable et d'être un exemple. Et savoir lui-même fixer ses propres règles pour ne pas créer des situations de confusion. Parce qu'il est quand même le symbole d'une certaine jeunesse qui est censée incarner la relève, qui aspire aux affaires de ce pays. Et donc, de ce point de vue-là, il devrait être irréprochable et être vraiment comme la femme de César, si on peut le dire. Le deuxième problème, c'est pénal. Parce que ça, c'est au niveau... C'est vrai, je suis allé regarder un peu, j'essaie de fouiller. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce que les gens disent sur Facebook et autres, c'est pas aussi évident de trouver des liens comme la première affaire qui impliquait le maire avec les enregistrements. Parce que là, peut-être qu'on peut se situer sur le terrain du trafic d'influence. Peut-être qu'il a utilisé sa position pour faire des pressions, mais là, il faut prouver. Parce que si on va en droit, et c'est vrai que pénalement, il y a des titres dans le code pénal qui traitent des avantages injustifiés de la corruption sur la commande publique. C'est possible. Oui, mais Évariste Konsebo, comment ça se fait qu'il n'est pas, disons, actionnaire peut-être de la société, et puis subitement, il se retrouve à demander de droit des ristournes? Non, mais là, c'est sur le plan... Sur un marché donné. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il a dû contribuer à obtenir le marché quelque part? Il peut faire jouer son statut d'intermédiaire. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il n'utilise pas sa position dans le système, dans le rouage, pour avoir ça? Mais là, c'est ça, je dis que pénalement, on peut y regarder. C'est pour ça peut-être que ça traîne. Mais parce que la conséquence, c'est quoi? Il faut qu'on arrive à prouver que l'État a subi un préjudice. Bon, c'est ça, je dis, moi, en fait, je situe ça à deux niveaux. Au niveau éthique et moral, il revenait à M. Adama de prendre des dispositions, de se fixer lui-même ses propres règles pour ne pas avoir à se retrouver dans une telle situation assez confuse. Ça, c'est un. Mais de deux, maintenant, une fois que le problème est là, il faut que si la justice est saisie, la justice va analyser, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Maître, est-ce qu'un conseiller du président du FASO peut être un apporteur d'affaires? Non, pas possible. Ce n'est pas possible. Comme ça se fait? Non. D'abord, il faut dire que nous parlons sur la base d'écoute. Bien sûr. Voilà. Et ce n'est pas une preuve irréfutable en droit. Parce que rien ne dit qu'effectivement les choses se sont passées comme ça. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas eu manipulation. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas eu traficotage. Donc, ce n'est pas une preuve irréfutable. Mais jusque-là, on a vu, par exemple, Adama Kanazoé a réagi sur sa page Facebook. Il ne semble pas remettre en cause ses propos. Oui. En plus, son parti a écrit pour dire que suite à tout ça, il est l'objet de menaces de mort et tout. Donc, jusque-là, on peut considérer que ça n'a pas été remis en cause. Mais est-ce que ça concerne le contenu de ce qui est dit? C'est ça. Il peut ne pas le mettre en cause le fait qu'il est impliqué dans la conversation téléphonique. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne le met pas en cause le contenu de ce qui est dit? Donc c'est ça qui est discutable en droit. Maintenant, il faut savoir qu'on a parlé ici qu'il est homme d'affaires, etc. Ça ne marche pas. Parce qu'une fois que vous occupez une fonction officielle, vous devez prendre garde pour qu'il n'y ait pas de collusion entre vos activités privées et les activités de l'État. Donc, tout ce que vous faites doit être détachable de vos activités privées. C'est la raison pour laquelle, parfois, on vous demande de démissionner de vos activités privées pour accéder aux activités publiques. Si vous prenez le cas des États-Unis, par exemple, où pour être un homme politique, pour arriver au gouvernement fédéral, il faut apporter la preuve que tu peux te battre dans la vie. Donc, c'est généralement des hommes d'affaires. Mais au moment où on les nomme, ils mettent de côté leurs affaires privées et ils s'occupent des affaires de l'État. Il n'y a pas longtemps encore au Burkina, quand on est député, on ne peut pas être avocat, par exemple. Non, moi-même, je me suis battu pour ça. C'est récemment qu'on peut cumuler les deux. Et c'est moi-même, je suis à l'initiative de ça, si vous ne le savez pas. Parce que, bon, mais c'est pour vous dire que... Il n'y a pas de conflit. Voilà, alors. Mais si vous êtes avocat, par exemple, dans notre profession, mais vous ne devez pas vous occuper des affaires de l'État. Voilà.
C'est-à-dire les affaires qui concernent le gouvernement, vous ne pouvez pas vous occuper de ça. Alors, si vous êtes par exemple maire et puis vous êtes avocat, vous ne pouvez pas en même temps prendre des affaires qui concernent votre mairie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc il faut comme départir les choses. Donc tu ne peux pas être conseiller spécial du chef de l'État et puis traiter des affaires de l'État, parce que ça concerne une route. Bien sûr. C'est une affaire qui concerne, n'est-ce pas, dans laquelle le budget de l'État intervient. Donc tu ne peux pas agir dans ça à titre privé comme homme d'affaires. Donc ça, c'est strictement interdit. Donc à partir de là, quelqu'un a parlé d'affaires privées, ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire d'État. Et tu ne peux pas utiliser ton titre d'homme d'affaires privé pour entrer et t'accorder des faveurs dans les affaires de l'État. Quand on a parlé de l'autorisation de 30 millions, etc., c'était à son profit. Ça, c'est au détriment des caisses de l'État. Donc ça, ce n'est plus une affaire privée, ce n'est plus une affaire, c'est une affaire maintenant de confusion de rôle, et ça, c'est pénalement répréhensible. Comme j'ai toujours dit. Mais est-ce que, maître, la question maintenant, c'est de dire, est-ce que Adama Kanazoué, il est donc, comme il assume une fonction officielle, mais il reste qu'il ne lui est pas interdit de continuer d'être l'homme d'affaires qu'il était. Oui. Alors, il mène une affaire avec des gens qui l'enregistrent à son insu et qui balancent sur la place. Non, mais là où il faut faire la différence, oui. Il peut continuer à faire ses affaires, mais pas en impliquant l'État. Parce que dans ce cas précis, son titre de conseiller spécial intervient. Les gens ne sont pas venus à lui comme ça. Réaction? Les gens ne sont pas venus à lui comme ça. Le fait d'être conseiller spécial auprès du chef de l'État joue un rôle d'influence. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut séparer les choses. J'ai parlé de trafic d'influence, si vous m'avez bien compris. Parce que c'est difficile à démontrer qu'il a utilisé sa position de conseiller du président, du chef de l'État, pour influencer donc sur l'obtention du marché. Évariste Konsebo, pourquoi est-ce qu'il réclame 30 millions s'il n'a pas agi nullement dans l'obtention de ce marché? Il va dire qu'il était intermédiaire. Mais l'intermédiaire... En fait, ce n'est pas aussi simple. Je vous dis, j'aurais voulu que Maître cite un peu le code pénal. Je suis allé, j'ai regardé, je n'ai rien vu. Tout ce que j'ai vu, moi, c'est ce que je vous ai cité. C'est les articles 332 et autres qui traitent des avantages injustifiés et de la corruption sur la commande publique. Et là-dedans, il faut que vous arriviez à prouver que vous avez utilisé votre autorité, votre pouvoir pour majorer. Il faut qu'on arrive à démontrer que l'État a perdu un préjudice. Mais Évariste, dans l'audio, on entend Adama Kanazoué dire qu'il va manipuler les chiffres pour que ça marche. On entend ça dedans. Bon, mais le procureur va aviser. Je peux donner des précisions. C'est-à-dire que, d'abord, l'entrepreneur ivoirien a eu son marché en dehors de Adama Kanazoué. Adama Kanazoué n'a pas utilisé son titre. Quelle preuve vous avez? C'est ça. J'ai la preuve. J'ai les preuves. Quelles preuves vous avez? J'ai les preuves. Allons-y pour les preuves, parce que les téléspectateurs aimeraient avoir ces preuves-là. Monsieur Koné, qui a eu le marché, c'est-à-dire la réflexion, la réhabilitation de la route Kaya-Boulsa, le marché était obtenu dans le cadre en fait, d'un accord entre deux États. À la suite du TAC 2017, les entrepreneurs ivoiriens ont émis le souhait d'avoir aussi des marchés au Burkina Faso, comme les entrepreneurs burkinabés ont là-bas. Et dans ce cadre-là, que M. Koné a obtenu son marché au Burkina Faso. Maintenant, M. Koné... Vous pouvez retrouver les éléments du marché. Ça, c'est connu. Maintenant, il y a une clause du marché qui dit les engins que vous devez utiliser doivent être sur place. Alors que M. Koné en Côte d'Ivoire, il voulait faire venir les engins au Burkina. C'est dans ce cadre-là qu'il contacte Adama Kanazoué pour lui demander s'il peut trouver des gens qui vont l'aider à exécuter son marché. C'est dans ce cadre que Adama Kanazoué le met en contact avec les deux jeunes, Sayouba et puis Tapsoba. Voilà comment les choses sont. Mais sinon, pour le marché 1, il n'est pas intervenu. Maintenant, la commission qu'il demande, c'est la commission d'apporteurs d'affaires parce qu'il les a mis en relation avec M. Koné, qui est l'entrepreneur. Donc, c'est les Mais il parle aussi des chiffres, là. Parce que quand on écoute dans l'audio, ce n'est pas seulement l'apporteur d'affaires, parce qu'il est dans les détails, il demande des précisions, il demande même des preuves sur c'est comme si, à la limite, il est sous-exploitant du marché ici. Non. Parce que les questions qu'il pose, ce n'est pas des questions d'un apporteur d'affaires. Ce qui est connu, c'est que c'est M.
connais qui est l'entrepreneur qui a Lengani, marché. Mais le qui reste, attend la parole non. depuis. Ouais, d'abord, ce monsieur Koné là, il faut dire, ce fou de Burkina Faso, c'est pas un entrepreneur. Ça, je le dis, et je pèse mes mots. Comment est-ce que vous allez avoir un marché de ce genre dans le cadre d'un accord entre États, comme le dit monsieur Silga, et puis vous traitez ça de manière aussi légère? C'est-à-dire que c'est par téléphone qu'on règle les problèmes. Même l'installation de l'entreprise, même sur le terrain, il n'est pas là. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on utilise pour faire son travail. Il faut des mois plus tard. Quand même, il ne faut pas se foutre des gens. Moi, je pense. Le Burkina Faso est respecté. Ça, c'est d'un. De deux, concernant le rôle de monsieur le conseiller spécial du président du Faso, malheureusement, il n'est pas le seul qu'on voit dans de telles actions. Ce qui est curieux, c'est effectivement la question morale d'abord. Ça, moi, je pense que la question pénale, là, ça, c'est très secondaire. Dans la République, d'après les événements d'octobre 2014, comme on le dit, ça devrait être impossible de trouver de telles choses. Puisque sous Blaise Compaoré, tu ne pouvais pas trouver ça, ce n'est pas possible. Tu ne pouvais pas trouver de telles actions sous Blaise Compaoré. Pourtant, on le trouve après ces événements-là. Ça, c'est une réalité qui est là. Moi, je dis que, qu'on le veuille ou non, M. Kanazoé a utilisé sa position pour aider des gens. Bon, maintenant, sur le plan légal, est-ce qu'on peut le défendre ou pas? Mais ce qui est sûr, les audios qu'on entend là, ce n'est pas pour éduquer dans le bon sens notre jeunesse. Pour l'exemple que ce monsieur-là est là, je pense que c'est une catastrophe. Et il faut effectivement reconnaître. C'est ça aussi la force des hommes forts en politique, c'est de reconnaître quelquefois qu'on a fauté. J'ai fauté, j'ai fait une erreur, je suis jeune, j'ai la chance encore de me reprendre, laissez-moi me le faire. Ça, on peut comprendre. Mais se débattre avec des communicants pour faire croire aux gens l'incroyable, ça veut dire que si on a l'occasion, on va recommencer les mêmes choses. D'accord. Alors, on est donc en politique. Sur le terrain politique, qu'est-ce que cela peut valoir à Adama Kanazoé ou même valoir au président du Faso lui-même qui l'a nommé comme conseiller spécial? Est-ce qu'aujourd'hui, Adama Kanazoé, comme certains appellent, l'opposition a appelé à son arrestation? Et est-ce que politiquement, il faut aussi penser qu'il doit être démis, etc. D'abord, il faut préciser une chose. Nous sommes sur la base de rumeurs. Personne ne connaît le dossier. Donc moi, en tant qu'avocat, je sais que entre l'opinion et la vérité des pièces, il y a souvent un grand fossé. Donc nous sommes sur la base de rumeurs. Il faut connaître le dossier pour savoir comment ça se passe. Maintenant, politiquement, la rumeur a sa place. Est-ce que oui, quand on publie des documents comme des audios qu'on écoute et que le concerné ne dément pas, par exemple... Non, maintenant, c'est les preuves. Est-ce que là, politiquement, il n'y a pas de sanctions? Non, oui, politiquement, oui. La sanction politique... C'est quand même le président la présidence du Faso. La sanction politique est différente de la sanction pénale. La sanction politique, c'est les électeurs qui l'infligent. La sanction pénale, c'est la loi et la République. Maintenant, le fait qu'il ait fait cela en tant que conseiller spécial du président, ça n'aura aucun effet sur le président. Parce que ici, vous savez, on n'élit pas le président sur la base de la morale ou de l'éthique, mais sur la base du portefeuille. C'est celui qui a le plus de moyens pour battre campagne, pour faire boire les gens, de faire danser les gens, qui a le plus de chances d'être élu. Et donc, je peux vous dire que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. D'ici là, cet épisode sera oublié. Que Adama Kanazoé soit arrêté ou pas, cet épisode sera oublié sous le clinquant, n'est-ce pas, des feuilles qui vont circuler, etc. Donc ça n'aura aucun impact sur l'élection de Blaise Compaoré. Si on comprend bien, là, il n'y a plus de morale en politique au Burkina. Mais monsieur, permettez-moi de terminer. Oui. Permettez-moi de terminer. Je crois que dans les années 90, c'est Yé Boyensa qui, dans un sursaut de lucidité, avait dit que la morale agonisait au Burkina Faso. Elle est donc morte maintenant, apparemment. Ce n'est pas moi qui le dis. Parfait, Sylvia, très rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que pénalement, en tout cas jusqu'à présent, je ne connais pas les dossiers parce que il semble que les deux jeunes ont déposé plainte contre Adama Kanazoé. On attend de voir comment l'affaire va être instruite et comment elle va évoluer. Mais sur la base de ce qu'on regarde et tout, on ne peut pas lui reprocher quelque chose sur le plan pénal. Mais c'est vrai qu'avec cette affaire, son image va prendre un coup. Parce qu'il est un homme politique, il a un parti, il est jeune, il se présente effectivement, il
il montre une certaine volonté de changer les choses. Donc, ça peut effectivement jouer. Hein. On peut effectivement, sur la base de ces rumeurs, dire que, bon, il n'incarne plus cet exemple qu'on voulait. Mais le problème, quand on regarde, mais personne ne semble parler de ces deux jeunes qui ont dit qu'ils avaient du matériel pour exécuter le marché, mais à la fin, qui démontrent qu'ils ne sont pas sérieux. Là, et ils sont pas on ne voit pas, on ne met pas en avant. Parfait, Silga. Et ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas connus. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces audios qu'on sait qui est Absoba, qui est Sayouba. La question, est-ce que le président du Faso lui-même, qui est le président du Faso, est-ce qu'il n'avait pas à prendre une sanction politique contre Adama Kanazoué, qui est son conseiller? Non, mais le problème, c'est quoi? Si aujourd'hui le président du Faso prend une sanction contre lui et que demain, la justice démontre que effectivement, il n'est pas responsable, je pense que on l'aurait fait du tort. Mais je reviens à l'attitude des deux jeunes qui ont enregistré. Donc on ne va pas aller là-bas parce que l'attitude des deux jeunes n'est pas politique. On parle de la question politique mais il y a aussi la question morale. Oui, bien sûr, mais la justice aider des gens. La justice et est voilà, saisie. aujourd'hui, tout le monde, on vous met en avant, vous avez le cul dehors, excusez-moi le terme, parce que il n'y a pas que la question politique, il y a la question pénale d'ailleurs, donc la justice est saisie parce que M. Koné dit qu'ils l'ont escroqué, etc., donc il ne paye pas. Donc ça, c'est une question purement, on va dire, pénale ou civile, en tout cas, qui va se juger là-bas. Nous parlons ici de la question politique, la morale en politique, l'éthique politique. Quand Adama Kanazoué est conseiller spécial du président du Faso et qu'il y a ce scandale et qu'il soit toujours là à son poste, ça pose des questions. Voilà la question ici. Lengani Saka. Moi, je crois qu'il ne sera pas sanctionné parce qu'il y a d'autres qui ont fait pire que ça, qui sont dans l'entourage du président. On est au courant. Donc ça, ce n'est pas un problème. Je pense que c'est au président de régler ses affaires. Maintenant, revenons à l'aspect qui veut montrer Adama Kanazoué comme étant un philanthrope et qui se promène, qui cherche des jeunes à Ouagadougou pour les donner des marchés. Mais ce n'est pas vrai. Ces jeunes-là qu'on accuse aujourd'hui, qu'on veut accuser, mais ils sont responsables de quoi? De l'irresponsabilité de ceux qui les ont engagés, en commençant par M. Koné. Comment vous allez traiter un tel marché d'un État sans vous assurer que le matériel lui-même peut faire le travail? Oui, mais quand on parle aussi de ces jeunes, parce que ce sont des jeunes entrepreneurs, Adama Kanazoué est conseiller spécial en charge de la promotion, dans le milieu en tout cas d'entreprises et tout ça. On peut comprendre, considérer qu'ils connaissent des jeunes et qu'ils veuillent leur donner des occasions, des opportunités. Parce que là aussi, ces jeunes-là, en le faisant de cette façon, en traitant, en escroquant, on va dire comme ça, de griffe, M. Koné, est-ce que c'est aussi une bonne image de l'entreprise jeune? Je continue. Donc, M. Koné, d'abord, est responsable du marché, du début jusqu'à la fin. S'il y a du mauvais matériel, c'est lui qui est responsable. Ça, c'est deux. Ensuite, il a passé par un intermédiaire, M. Kanazoué, qui a vu des jeunes pour faire le travail. Et lui aussi, il n'a même pas vérifié. On a vu que M. Koné lui a demandé d'aller vérifier sur le terrain. Il dit non, si moi je pointe le nez là-bas, ça va être très grave. D'accord. Bon, et là, il a raison. Ça veut dire que là, il a compris enfin son statut. Son statut. Merci, qu'il ne pouvait pas, en tant que conseiller du président du Faso, se retrouver dans cette Évariste, en 30 secondes, très rapidement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? D'entrée, j'ai dit que le problème était beaucoup plus moral que... Oui, mais politiquement, la morale. Le maître a dit que parce que ça ne vaut pas tant qu'il y a de l'argent pour acheter les suffrages, donc on ne tient pas compte. Vous connaissez aussi bien que moi les réalités de notre landerneau politique. Parce que, est-ce que politiquement, ça suppose que les électeurs de M. Adama le sanctionnent? Je ne suis même pas sûr qu'ils le jugent. Encore que le parti... La morale fait partie des critères pour le juger. Bon, ensuite, pourquoi est-ce que... c'est vrai, je le dis ici, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'on fait beaucoup de liens avec l'autre affaire AudioGate qui implique le maire, parce que c'est pas aussi simple que ça, c'est très compliqué. Et la question, c'est le président du Faso qui a nommé quelqu'un, il a eu confiance en un conseiller. Oui, mais écoutez, mais sur quelle base le président du Faso va sanctionner, va limoger son conseiller? Sur quelle base? Merci. Merci à vous. On continue. Merci à vous. Merci de continuer ce débat autour du fichier électoral, parce qu'on est en période pré-électorale, donc il y a des débats autour. On en a parlé ici d'ailleurs, on a vu des situations de tentatives de fraude qui ont été donc sévèrement punies. Alors là, c'est le président donc, de l'UPC, par ailleurs chef de file de l'opposition politique burkinabé, Zéphirin Diabré, a entrepris une tournée dans le cadre du groupe pour voir le déroulement donc, de ces enrôlements. Alors, il a dit qu'il faut un audit du fichier, un audit international du fichier, parce qu'il soupçonnerait donc des fraudes
qu'il y a des tentatives de frauder et de gonfler le fichier électoral. Évariste Coincebo. Oui, ça c'est un vieux débat. Vous savez que même à la présidentielle, avant même la présidentielle 2015, ce débat-là avait déjà eu lieu. Parce que l'époque, en fait, vous savez très bien, Lengani ne va pas peut-être me contredire, parce qu'il fut une époque où, avec les actes de naissance, on pouvait même aller s'inscrire pour voter. Et tout ça, c'était la porte ouverte. À cette période-là, déjà, les acteurs politiques avaient déjà commencé. C'est un vieux problème à en parler. Bon, maintenant, moi, c'est vrai que moi, ce qui me gêne, c'est vrai que c'est fondé, ce qu'ils demandent. Maintenant, on est passé à la biométrie, donc les doublons et tout ça sont... C'est à partir moindre, de 2010, avec moindre. L'équipe de Maître Kéré, à partir de 2010, on a eu une évolution. Tout à fait, je suis d'accord que ça a évolué positivement dans le bon sens. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus normal dans un système de transparence que de faire un audit. Ça ne devrait pas étonner les gens. C'est la période peut-être qui peut poser problème. Mais en même temps, ça remet en cause la configuration actuelle de la CENI. Parce qu'à la CENI, tous les partis d'opposition ont leurs représentants. Bon, maintenant que, je ne sais pas, ils sont tous dedans. S'il y a des choses qui se passent de façon pas très claire ou bien ambiguë, ils doivent être capables. Mais alors que la configuration actuelle de la CENI, là, j'ai l'impression qu'ils sont dépendants d'autres personnes. Alors, parce qu'on a vu le vice-président de la CENI, qui est par ailleurs de l'opposition, deuxième vice-président de l'opposition, qui a publié sur sa page Facebook, disant que lui, il n'a pas accès au fichier électoral et que la clé est entre les mains du président de la CENI. Mais la faute incombe à qui? Tous les actes. La CENI a été un consensus. C'était un consensus qui a permis d'asseoir la CENI. S'ils ont été tous d'accord et qu'on mette en place une organisation dans laquelle ils font de la figuration, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parfait, Silga. Est-ce que c'est aussi sérieux, ce qui est avancé par les uns et les autres, qu'il faut auditer le fichier parce que la connaissance, le contrôle du fichier échapperait aux autres entités au niveau de la CENI? Je me pose deux questions. La première, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, sait très bien qu'il peut demander un audit du fichier électoral parce que la loi lui permet de le faire. Je me pose la question, mais pourquoi il le dit comme ça? Lors d'une interview, il dit oui. Et il ajoute que s'il n'y a pas de l'audit, il n'y a pas d'élection. Je trouve que non, il n'aurait pas dû le dire. Parce que de toute façon, il peut demander l'audit. Et moi, je suis d'accord avec Évariste quand il dit l'audit, mais il n'y a rien de plus normal que de demander un audit. Deuxièmement, la question que je me pose, en 2015, le même Zéphirin Diabré avait déjà évoqué un cas de fraude au niveau des cartes d'électeurs. Après enquête, rien ne s'est passé. Il remet le couvert en 2020 et il dit qu'il soupçonne le parti au pouvoir d'avoir des centres d'enrôlement parallèles. Donc, si on regarde bien la situation, c'est-à-dire on a un centre d'enrôlement parallèle et après les résultats de ces enrôlements-là, on va les inclure, on va les inclure dans le fichier. Intégrer. Vous pensez que ça là, que c'est possible ça? Je me pose des questions. Comment c'est pas possible? Je me pose des questions. Troisième interrogation. Le premier vice-président de la CENI vient de l'UPC. Donc, quand le président de l'UPC dit il soupçonne tel parti de faire ci, mais ça veut dire qu'il n'a même pas confiance à ses représentants qui sont à la CENI. Parce que ces représentants qui sont à la CENI auraient pu lui dire la réalité des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut s'introduire dans le fichier de la CENI et ajouter des électeurs sans que ce ne soit dans les circuits normaux, sans que ce ne soit à partir des centres d'enrôlement de la CENI? Je pense qu'il n'avait même pas besoin de faire une déclaration publique. Il aurait pu simplement demander à ses experts qui sont à la CENI, dites-moi. Oui, mais les experts qui sont à la CENI de toutes les non, je parle d'experts qu'ils n'ont pas accès au fichier électoral. Mais il y a la responsabilité. Le commissaire de la CENI qui vient de l'UPC est tout autant responsable que les autres commissaires de la bonne tenue du fichier électoral. On ne peut pas dire oui, c'est le président de la CENI qui a la clé et donc il peut faire ce qu'il veut. Bon, vraiment. Alors, parfait, Silga. Quand on dit ça, peut-être les téléspectateurs ne comprennent pas. Oui. On va peut-être expliquer simplement. Oui. Nous sommes là. La seule personne qui a l'entrée de ce studio-là, oui. Et s'il y a une troisième personne qui lui demande, disons simplement, à voir ce qui se passe,
combien de personnes sont à l'intérieur. Oui. Est-ce que c'est très mauvais, ce serait trop demandé, si on veut la transparence, qu'ils puissent avoir accès à cette salle pour savoir combien nous sommes ici, combien de techniciens nous sommes. Voilà pourquoi je dis, l'audit n'a rien d'extraordinaire. Le président de l'UPC a demandé l'audit. Accordons l'audit. Mais j'ai dit, en même temps, il ne fait pas confiance à ces cadres qui sont à la CENI. D'accord. Merci, Lengani. Non, moi, je ne vois pas. Hein. Peut-être qu'il faut que M. Silga nous explique mieux quel est ce problème de confiance entre le président du parti et ses représentants à la CENI. Étant entendu que ces représentants à la CENI, là, de manière pratique, concrète, sur certains aspects du déroulement de la procédure, ne sont que des figurants, puisqu'ils n'ont pas accès aux fichiers. Ça, il faut réformer. Et ça, c'est une évidence qui coule de source. Donc, que M. Diabré ait confiance ou non à ses commissaires, là n'est pas la question. La question, c'est quoi? Le MPP est en train de frauder. C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Il y a des éléments probants qui montrent sur le terrain que le MPP est en train de frauder. Et ses alliés. On a arrêté certains gars du NTD, par exemple à Zignaré, on les a coffrés. Ce n'est pas des beignets qu'ils vendaient là-bas. C'est bien du bétail électoral qu'ils ont importé là-bas. Donc les preuves d'une tentative de fraude sont là, sont réelles. Maintenant, jusqu'où va cette fraude-là? Et c'est là où M. Diabré a raison de demander, mais écoutez, regardons le fichier, tout ce qu'il grenouille autour là, ça n'a de valeur que si ça impacte le fichier. Alors, donc allons voir le fichier. Et il dit effectivement, à juste raison, mais si vous refusez qu'on regarde ce fichier-là, mais il n'y aura pas d'élection. Ça veut dire, proclamez-vous président, en même temps, candidat élu, et puis on passe. On va réserver, on va quand même économiser un peu d'argent. Et je dis qu'on est quand même dans une phase extrêmement sérieuse. Il faut que nous aidions nos hommes politiques à assainir la vie politique nationale. Nous n'avons aucun intérêt à les caresser dans le sens du poil pour pourrir la situation, parce que si ça, ce n'est pas fait, on a une crise préélectorale et ensuite une crise post-électorale, parce que les élections de 2015, de toute façon, elles ont été fraudées, bafouées, et même une élection que tout le monde reconnaît comme étant celle qui a été la moins démocratique de ce pays-là, avec la loi d'exclusion. Merci, Lengani. Si on doit revenir en 5 ans plus tard pour faire les mêmes bêtises, ce n'est pas la peine. Merci, Lengani. Maître, sur tous ces débats qui ont lieu, Zéphirin Diabré a dit clairement qu'il faut un audit international. Quand on dit un audit international, on pense à des instances internationales pour le faire. Oui, d'abord, il faut une précision. D'accord. Je pense qu'il faut connaître le règlement intérieur de la CENI. Si vous avez remarqué, en Côte d'Ivoire, lors des élections de 2010, la bataille se passait au niveau du président de la CENI. Actuellement, en Guinée, il se bataille autour de la présidence de la CENI. En RDC, à l'heure actuelle, c'est le même problème. Les gens sont sortis dans la rue pour manifester contre le président actuel de la CENI. Pourquoi? Sans doute parce que le président de la CENI a trop de pouvoir. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut connaître le règlement intérieur de notre CENI avant de pouvoir parler. Par exemple, quand on dit que, par exemple, les autres n'ont pas accès aux fichiers, etc., c'est fort probable. Parce qu'il y a des présidents qui s'accaparent tous les pouvoirs et qui transforment les autres en marionnettes. Et quand vous voulez discuter, ils vous disent que c'est moi le président. C'est ce qui s'est passé à la Banque africaine de développement avec les présidents de la BAD. Donc les administrateurs étaient finalement là comme figurants. Et chaque fois que tu veux dire quelque chose, tu dis c'est moi le président. Donc c'est possible, ce n'est pas pour rien que les gens se battent autour de la présidence de la CENI. Sans doute qu'on donne trop de pouvoir à ces messieurs-là, de telle sorte que l'institution n'est plus démocratique. Les autres qui sont là-bas sont simplement des figurants pour donner un label démocratique à la chose. Cela dit, Zéphirin Diabré est tout à fait dans son droit de demander un audit du fichier, parce que tout part du fichier. Si le fichier est faussé, ça ne sert à rien d'aller aux élections. Maître, aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que dans ce temps, il nous reste 5 mois pratiquement, est-ce qu'on peut avoir un audit qui se fasse et tenir des élections à bonne date? Bon, ça c'est un peu difficile, mais cela dit, ce n'est pas impossible. Parce que l'audit peut se passer, n'est-ce pas, juste avant les élections, pour qu'on contrôle pour voir effectivement si ça correspond à la réalité. Mais tout n'est pas seulement dans l'audit. Il faut pouvoir aussi contrôler le résultat des votes. Parce que bon, ça ne sert à rien d'avoir un bon fichier en bonne et due forme, et maintenant vous ne contrôlez pas le déroulement des élections et le résultat. Comme généralement ça se fait où le parti au pouvoir a les moyens d'avoir des représentants partout,
de les alimenter, de contrôler tout le processus, Merci. Alors que ce n'est pas le cas de l'opposition. Merci, Maître. Évariste, très rapidement. Par rapport au délai, c'est vrai que c'est court, mais c'est faisable. On peut faire un audit. Maintenant, l'audit ne suffira pas. Je dis, à terme, il va falloir réfléchir sur la réorganisation de la CENI, de sorte à ce que... Et pourquoi l'audit ne se fera pas? M. Zéphirin Diabré a dit que s'il n'y a pas d'audit, il n'y a pas d'élection. Non, ils vont trouver les moyens pour faire l'audit, parce que si c'est important... Pour le moment, c'est l'UPC, le président de l'UPC qui demande. Si les autres partis aussi se mettent dans la danse, ben, écoutez, il n'y aura pas d'autre choix que de s'asseoir et puis de regarder. Mais en revanche, je dis qu'il faut penser sérieusement à réorganiser la CENI et de faire en sorte, parce que l'enjeu, c'est le fichier. Il faut faire en sorte que les partis d'opposition aient des représentants et aient accès au fichier, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ah, oui. on a cru entendre à un moment donné qu'il était question de mettre une cellule technique à la CENI qui s'en occupe et qui prenne en compte tous les intérêts. Alors, merci à vous. On va continuer pour parler de cette nouvelle formation qui est née au sein, on va dire, de l'opposition, parce qu'il y a au moins 3 partis, URD-MS, le MPS et le RDB, l'ancien président Ramou Drago, donc de Séré, Adama Séré, alors qui ont créé ce qu'ils appellent la coalition La Rupture, mais avec une caractéristique qui n'a pas échappé à personne. Ça ressemble bien au personnel de la transition qui se transpose ici, Lengani. Oui, effectivement, c'est ce qui saute à l'œil, à savoir que les transitaires sont en train de s'organiser pour continuer l'œuvre qu'ils ont commencée en 2014. C'est l'impression qu'on a. Ça veut dire que forcément, il y a une demande qui est là. Il y a une place qu'ils veulent occuper et qui est réelle, à savoir que les promesses qui ont été faites en 2014 ne sont pas tenues aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal donc, que ces personnalités, en tout cas, cette sensibilité politique veut s'organiser pour effectivement rappeler d'abord aux acteurs d'aujourd'hui leurs engagements d'hier et ensuite prendre date éventuellement avec la population pour réaliser ce qui était promis et qui semble être un mirage aujourd'hui. Il parle aussi de candidats indépendants. Tout de suite, on a vu l'ombre du général Zida. Oui, ça c'est... Bon, si je veux terminer ce point, je dirais que, parlant donc des transitaires, bon, le premier transitaire, c'est qui? C'est M. Isaac Zida. Et donc, je pense que c'est... Dont le parti fait partie et également membre de cette coalition. Et donc, on peut dire que c'est Zida qui est en train de former sa coalition autour de sa candidature. Je pense que c'est une très bonne chose et je lui souhaite bon vent. Maître? Oui, alors, je pense le général Zida est en exil, mais il ne va pas de même ordre quand même par rapport à cette présidentielle. Cette coalition, qu'on le dise ou non, il a même écrit sur sa page, il a publié, il a demandé à toutes les forces nationales, à toutes les composantes de soutenir cette rupture-là pour tout simplement chasser donc tous ceux qui ont fait 37 ans au devant de la scène. Ce que Zida lui-même ne semble pas être un bon exemple. Quand on voit tout ce qu'on lui reproche, et puis il est parti juste après la transition, il y avait des reproches qui lui étaient adressés, il n'a pas voulu y faire face. Il a été contraint de partir, c'est une question de sécurité. Quand on ne se reproche rien, on fait face. On fait face à la justice et à tout ce qu'on veut. Quand on ne se reproche rien. Donc lui-même n'étant pas un exemple, je ne vois pas comment il peut donner des leçons à qui que ce soit. Deuxièmement, c'est une coalition, la rupture. Si vous vous rappelez, n'est-ce pas, le MPP avait dit qu'il venait pour une rupture. Vous voyez ce qu'il y a eu comme rupture. Donc, ce sont des slogans politiques pour berner, bon, c'est ce qu'on peut berner, et c'est toujours comme ça. Donc, si c'est sur ce plan, je suis tout à fait d'accord, parce que l'espace politique est ouvert, chacun peut y entrer, danser, faire la danse qu'il veut. Maintenant, bon, la réalité est tout autre. Il y en a qui disent que, par exemple, il faudrait limiter le nombre de partis, etc. Ce ne serait pas démocratique. Il faut laisser tous ceux qui veulent créer leur parti, le créer et faire face à la réalité. On croit que, par exemple, en France, il n'y a que 2 ou 3 partis. Mais non, il y a une multitude de partis. J'ai déjà eu le dire ici. Mais il y a quelques courants. Voilà, il y a quelques courants. Et même ça, il y a de multitudes de courants. Moi, j'ai été là-bas, j'ai battu même campagne pour des partis politiques là-bas. Quand la présidentielle approche et que vous êtes en France, vous voyez le nombre de candidats, vous êtes surpris. Mais seulement, il y a que quelques-uns qui émergent et ceux de l'étranger croient qu'il n'y a que ces partis-là. Tout à fait. Même aux États-Unis, il y a plein de partis, il y a plein de candidats au présidentiel, mais on ne voit que le républicain et les démocrates. Parfait. Et Silga, Zida, le général Zida est dit donc sous le coup de poursuites judiciaires par rapport au dossier de l'insurrection. On dit qu'il ne peut pas rentrer au pays pour faire face donc à la justice et aussi être candidat. Mais là, on voit qu'il s'avance, il est plus que sûr de pouvoir venir être candidat. Bon, peut-être avant d'aborder le sujet, je vais profiter de l'occasion
pour demander à tous ceux qui n'ont pas encore de carte d'électeur de le faire. Comme quelqu'un l'a dit, il n'y a pas de d'urne sur Facebook. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la gestion actuelle, ben, vous prenez votre carte d'électeur et puis vous allez dénoncer. Voilà. Donc, d'accord, c'est bon. C'est bon de le dire. Voilà. Donc, par rapport à je n'ai pas la même impression que c'est les transitaires qui se regroupent, parce que dans cette coalition, il y a le PUR, qui est une faction de l'UNIR PS, mais il y a aussi l'Alliance patriotique, qui est un parti créé par des anciens du mouvement étudiant, notamment de l'ANEP. Oui, mais qui fait aussi député CNT. Moyenga, qui fait député CNT. Mais on peut continuer. Moi, je connais Adama Siré également CNT. Je connais Moyenga, mais je ne pense pas que ce soit cette proximité avec la transition. Il y a d'autres personnes qui sont mises en avant. Donc, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je vois plutôt des partis qui se regroupent, qui pensent qu'il faut qu'ils mettent en place une stratégie sur le terrain. Parce que ce sont des partis soit pas très bien connus ou qui viennent de rentrer dans la scène, qui pensent qu'ils ont peut-être des poches. Mais en mettant leurs forces ensemble, ils peuvent avoir des députés. Donc, c'est plutôt ça que moi je vois, plutôt que l'allusion... Il y a une tendance aussi un peu sankariste, on va dire comme ça, parce qu'on a le parti d'Alphonse Ouédraogo, qui était un transfuge donc, de l'UNIR PS. Oui. On a également le PUR, donc d'Alassane Sankara, un transfuge de l'UNIR PS. Mais à côté, on a Adama Siré, qu'on dit ancien donc, CNT, mais promotionnaire d'Isaac Zida. On a aussi Moyenga, ancien CNT. Donc, on a à la fois les deux tendances. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la liste que je fais, c'est de dire ce sont des partis qui décident de se regrouper parce qu'ils pensent que s'ils vont seuls, ils ne vont pas gagner. Donc, quand ils se mettent ensemble, ils peuvent essayer de prospecter en prenant des provinces, en se disant, bon, dans telle province, le PUR peut-être est bien parti. Et s'ils ont un accord pour pouvoir les voter dans cette province, ils vont aller. Et puis on prend le MPS qui peut être bien implanté dans telle autre province. Pour moi, c'est un accord. Mais le cas Zida, parce qu'ils ont parlé de candidats uniques. Et là, on pense tout de suite à Isaac Zida. Mais si Isaac Zida veut être candidat, mais qu'il vienne. Mais moi, je dis d'abord qu'il vienne d'abord répondre. On lui reproche plein de choses. Mais c'est juste après ça qu'il s'en va. Il vient d'abord, il répond. Et puis bon, on verra, il va être candidat. Mais on lui souhaite vraiment... Merci. Évariste Kosebo, pour terminer sur ce sujet de la rupture. C'est au sein de l'opposition quand même. Oui, l'opposition ne se fractionne pas. Quand j'ai vu rupture, j'ai dit par rapport au CEFOP, parce que je vois des partis qui sont membres du CEFOP. J'ai dit, mais tiens, c'est par rapport au CEFOP. L'URDMS est membre, le RDB est membre, le MPS est membre. Ça, ce sont encore des pratiques de notre scène, notre paysage politique. Mais c'est vrai que les coalitions se font par affinité. N'en déplaise peut-être. Et l'affinité ici, c'est la transition, quoi qu'on le dise, c'est vrai. Bon, on voit un peu en filigrane l'image du général Zida parce que la transition, ils ont essayé de surfer sur l'image du président Sankara. Ce n'est pas étonnant que tout ce regroupement-là se retrouve dedans. Mais bon, que voulez-vous qu'on dise? La rupture, ça ne se décrète pas. Merci. On termine avec le Mali. On est un peu pris par le temps. On termine avec le Mali. Le mouvement M5 est arrivé à vouloir, ou tente même de décrocher son objectif, c'était de faire partie IBK. Mais là, ils ont plutôt peut-être changé de stratégie. L'imam Diko aurait en tout cas obtenu qu'il y ait un peu plus de diligence de la part du mouvement pour ne pas demander à IBK des partis, mais en contrepartie, il y a une transition où on demande de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre le Conseil constitutionnel et de mettre de nommer un Premier ministre fort qui n'est pas donc révocable par le président, etc. Et le président doit être affublé du statut de président honorifique. Parfait, Silga. Si on voulait déshabiller IBK, je pense qu'il ne se serait pas pris autrement. Il ne se serait pas pris autrement. En fait, on ne veut pas décréter le coup d'État, mais c'est ça, quand vous lisez ça, si IBK accepte ces conditions,
en fait, il signe son arrêt de mort. Mais est-ce qu'il a le choix aujourd'hui quand on est face à une mais situation Ibeka a le choix. où pratiquement Moi, le choix, c'est d'abord de demander à cette coalition, mais qu'est-ce qu'on fait après? Quand on parle de transition, qu'est-ce qu'on fait? C'est quel contenu on met dans cette transition? Il faut qu'on s'entende. Il y a une sur ça. charte qui sera Et écrite qu'est-ce qu'on avec fait? pour restaurer l'autorité de l'État, Et qu'est-ce remettre qu'on l'État fait? en marche. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'insécurité que vit le Mali, au terrorisme que vit le Mali? Mais justement, Voilà- la coalition, voilà des le mouvement estime que Ibeka est tout simplement incapable de gérer la sécurité des Maliens, de s'occuper des questions de développement, etc. Et donc la transition devrait avoir pour programme de remettre tout ça en place, de renforcer l'État. Oui, on a vu ce que la transition au Burkina Faso a fait. Donc, quand vous regardez ces personnes-là, ils vont vous promettre toutes les merveilles du monde. Ils vont vous promettre le retour de la sécurité, ils vont vous promettre le retour de la démocratie, ils vont vous promettre le retour du développement, mais on ne va s'en tenir qu'à des promesses. Moi, j'ai dit, il faut que Ibeka leur demande, mais qu'est-ce que vous mettez dans cette transition? Maître? Je crois que lui-même, Diko, avait voté pour Ibeka. Hein. Bien sûr. Ouais. Et je constate déjà une reculade de la part du mouvement contestataire. Parce qu'au départ, ils demandaient la démission de Ibeka. Maintenant, ils ne demandent plus sa démission. C'est leur plateforme qu'ils soumettent à Ibeka. Ils demandent le partage du pouvoir. Le partage, en attendant que Ibeka débauche certains de leur mouvement et qu'ils tuent le mouvement de l'intérieur. Parce que quand on a vu au départ l'engouement, on pensait qu'effectivement, ils pouvaient obtenir ce qu'ils voulaient, à savoir le départ de Ibeka. Mais petit à petit, on constate déjà des reculades au sein du mouvement. Et Ibeka n'était pas un enfant de cœur. Est-ce que ce n'est pas les interventions de personnes ressources, par exemple l'ancien président Moussa Traoré, les familles de Bamako, les familles Monsieur de Bamako qui ont en joué? politique, c'est une question de rapport de force. Ce n'est pas une question d'intervention. Il y a eu des interventions qui ont échoué quand celui qui a le rapport de force était conscient de sa force. Donc quand on intervient et que ça marche, c'est que personne n'est sûr de son rapport de force. Voilà. Donc, si les contestataires ont accepté cela, moi j'ai écouté des audios, ils supplient Ibeka que s'il a une conscience politique de vouloir écouter ce qu'ils disent. Quand vous avez le rapport de force avec vous, vous ne suppliez pas celui qui est en face. Vous dictez vos désirata. Donc ça veut dire que peut-être qu'ils avaient surestimé leur capacité et que maintenant, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils se rendent compte, n'est-ce pas, de leurs vraies limites. Donc Ibeka peut toujours continuer à avoir à l'usure ce mouvement. Et il peut les avoir à l'usure, avec de petites réformettes. Je vous suggère de voir un film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Évariste Conseil. C'est pas possible. C'est pas possible parce que quand vous voyez la pression, le pays est bloqué. Actuellement, le Mali est paralysé. Ça ne fonctionne plus. Mais c'est vrai qu'ils ont pris en compte, ils disent qu'ils ont pris en compte les interventions, les demandes. N'oubliez pas quand même que... Il y a la CEDEAO qui tout le monde. D'une manière, ça devient intenable. Le gouvernement ne tient plus. Donc, mais il faut aussi se souvenir que le Mali a une tradition de gouvernement de large ouverture depuis 1990. Hein. Oui, c'est pas une première. Hein. Avec Alpha Condé, Alpha Konaré. Oui, pardon. mais là, en fait, c'est un coup d'État, il faut le reconnaître, constitutionnel. Mais enfin, quand on parle de charte, vous voulez que c'est quoi? On veut s'arranger autrement, mais ça ne va pas. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont déroulé, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que ça va apporter des solutions, par exemple, à l'effondrement de l'image du Mali, à la sécurité, à l'insécurité. Je ne vois pas. Donc, ça risque même d'empirer. Alors là, ce sont un clan du pouvoir qui s'est scindé, donc qui est en train de rechercher les grâces. Ouais, c'est ça. Ils veulent mettre Ibeka de côté et prendre le pouvoir. Maintenant, après, ils vont réfléchir pour savoir comment ils vont gérer la sécurité, le développement. Pour terminer sur ce sujet du Mali. Ouais. Moi, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que ça me rappelle 2014 Burkina Faso. D'accord. Et les arguments qui sont développés par certains me font revenir. Mais le Burkina Faso, c'était une insurrection. Là, au Mali, on n'est pas dans un cas d'insurrection. Oui, mais en fait, au Bamako, au Mali, ce n'est pas une insurrection. Pourquoi? Parce que les Bamakois, les Maliens, ont décidé de respecter leur pays, leurs institutions, leur nation. Sinon, si le vendredi dernier, un des vendredis, ils se mettaient dans la rue pour casser, brûler l'Assemblée nationale, etc., on allait arriver à la même situation qu'au Burkina Faso. Ils étaient en capacité de le faire. En nombre et en détermination. Mais ils ont des leaders qui ont dit, nous n'allons pas opérer comme ça. Nous allons opérer dans la douceur et appeler effectivement, quand
ils appellent à la conscience politique et citoyenne de IBK, ce n'est pas de la reculade, non, de mon point de vue, non. C'est effectivement un appel réel pour lui dire, bon, effectivement, nous sommes dans une situation de blocage, qu'est-ce qu'on fait? Ou tu acceptes, parce que c'est ce qu'on ne dit pas, c'est que les gens ont décidé qu'à partir de vendredi prochain, s'il n'y a pas d'accord, le pays va être bloqué à tous les niveaux. Alors, il est promis à partir du 9, une désobéissance civile. Donc, ils ont même clairement dit, j'ai suivi Choguel Maïga qui disait dans une interview que non, à partir de vendredi, s'il n'y a pas de solution, le pays va être bloqué carrément. Et donc, ça veut dire quoi? On a abouti à une situation insurrectionnelle. Et je pense qu'il faut travailler à éviter ça. Et IBK aurait intérêt à ne pas se mettre dans la posture de maître de Tambela, en pensant qu'il peut à l'usure gagner les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, le temps joue contre lui. Et de mon point de vue, il a intérêt à trouver une porte de sortie. Et moi, en acceptant d'être président honorifique, par exemple, comme on le lui propose. Ou éventuellement, dans le cadre d'un véritable patriotisme, de démissionner purement et simplement. Il peut le faire. Il peut le faire pour sauver même sa famille politique. C'est dire, OK, comme ça n'est ainsi, bon, moi j'abandonne. Mais est-ce que ce ne serait pas un précédent très grave pour le Mali que quand un groupe ne veut pas, on s'élève, on fait démissionner le président? Est-ce que ça aussi... Non, quand on va aussi... Quand on voit le rapport de force, on se dit que quelque part, si ces gens-là décident de brûler, de casser, comme certains l'ont fait, mais effectivement, il ne va pas partir. Et donc, il faut éviter ça. Je pense que c'est très bon de continuer à discuter et de chercher des solutions qui vont permettre à chacun, plus ou moins, de trouver son compte et Merci. de rester stable. Merci, Lengani. On va prendre notre premier téléspectateur. Monsieur Ilboudo Lamoussa François, appel de Ouagadougou sur l'affaire Adama Kanazoué. Bonjour, monsieur Ilboudo. Bonjour, monsieur Ilboudo. Ok, bonjour, monsieur. En fait, sur l'affaire de M. Kadagé, oui, ça m'inquiète, oui, ça me fait un peu mal, parce que c'est un représentant de la jeunesse. Monsieur Ilboudo, il faut vous éloigner un peu de votre poste. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, vous m'entendez mieux? Voilà, maintenant ça va. Voilà. Si seulement moi, j'ai une expérience avec le monsieur qui n'est pas très favorable, parce que et moi-même, je peux vous dire que j'ai eu une affaire où lui-même m'a appelé. Monsieur Ilboudo, on va éviter de faire des révélations ici. La question est posée, c'est un sujet qui est d'actualité. Oui, monsieur Adama Kanazoué, vos relations avec monsieur Adama Kanazoué, ce n'est pas l'objet du sujet. Ils disent qu'on a aidé des gens et qu'après, ils se sont retournés. Il faut qu'on éclaire, sinon on va avoir l'impression que la jeunesse est ingrate. Je voudrais juste préciser que vous devrez parler de cette affaire qui est connue de tout le monde. Je suis en train de parler sur l'affaire. D'accord, allez-y. Voilà, n'ayez pas peur, je suis un homme responsable, je sais ce que je dis. Allez-y. Oui, mais je vais tout simplement dire ceci. Il ne fait pas, ça veut dire qu'il faut que le président le limoge le plus rapidement possible, parce que la jeunesse n'a pas cette capacité. Surtout là, il faut savoir que le Burkina Faso est constitué de près de 60% de jeunes qui n'ont pas 20 ans, qui n'arrivent pas à faire, ça veut dire, le discernement entre ce qui est politique, ce qui va tout ce qui est compliqué. Donc, quelqu'un qui se met dans ce genre de situation, je pense que pour l'intérêt général, pour que la jeunesse ne puisse pas prendre que la présidence, c'est un coin d'affairisme, il faut le débarquer. Que ça soit ça ou que ça ne soit pas ça, pour d'abord préserver l'image de la présidence d'abord. Parce que, regardez, toutes ces affaires qui viennent là-bas, vous voulez qu'on pense quoi du sommet? Il y a tellement d'affaires où des gens, il y a l'affaire des gendarmes qui ont fait des commissions, qui ont récupéré. Quand même, il y en a trop. Donc, pour d'abord l'image, il faut tenir compte que la majorité de la population du Burkina est à moins de 20 ans. Et qu'il faut les éduquer. Sinon, si on va dans le sens politique, oui, on a rien, ou bien dans le sens judiciaire, on n'a rien à le reprocher. Après, on va se retrouver avec des bandits à col blanc au niveau de tous les appareils de l'État, et puis on ne pourra pas s'en prendre à quelqu'un, parce que c'est ceux qui d'avant qui ont laissé faire. Merci et bonne journée. Merci, monsieur Ilboudo. Oui, réaction? Je le comprends tout à fait, mais c'est sur un plan moral. On revient toujours sur ce qu'on a dit ici. Or, il ignore les critères sur lesquels le président du FASO s'est appuyé pour nommer M. Adama Kanazoué conseiller.
Ça pourrait être quoi les critères Moi, je sais techniques, pas, lui seul. compétences? Et Est-ce qu'il en manque au bout sa du réaction va nous éclairer, en fait. S'il le limoge, ça veut dire que c'est sur des critères de probité qu'il s'est basé, entre autres, pour le nommer. S'il ne fait rien, c'est que c'est pas ça. Ou bien. C'est tout. C'est tout. Il y a un élément qu'il a évoqué sur lequel je voulais revenir. Je pense en décembre dernier, ou il y a 2 ans, en tout cas le président du Faso, lors du discours, lors de son discours en s'adressant au personnel de la présidence, avait évoqué effectivement la nécessité pour ses collaborateurs d'incarner un certain nombre de valeurs. Donc, je pense que quand on regarde effectivement un certain nombre de faits qui sont révélés par la presse, bon, il y a intérêt à ce que le président de Faso puisse agir. Parce que, bon, l'événement a évoqué le cas des audiences tarifées, le cas des frais d'émission falsifiés au GSPR. Et voilà, ces questions sont en justice, mais il y a effectivement intérêt à ce que le président de Faso puisse faire quelque chose en la matière. Oui, mais parfois, vous connaissez pas un message du président du Faso dans lequel il demandait aux gens d'être intègres, etc., etc. Je crois que c'est Vauvenard qui disait que les hommes sont pareils par les paroles. Il n'y a que les actions qui les diffèrent. Si le discours politique est partout le même, aucun homme politique ne sortira dire voler, piller, etc. Dans le discours public, il dira toujours voilà l'intégrité, etc. Mais tout dépend maintenant mais est-ce de qu'on la réalité. ne tient pas l'homme politique aussi à sa parole? Quand il donne une parole, on ne le tient pas à sa parole. Oui, mais monsieur Loukman, ça c'est dans les pays où on s'est affranchi de la faim. Dans nos pays où les gens cherchent à manger, etc., comme je vous ai dit, c'est le porte-monnaie qui fait le président. D'accord. Donc le monsieur qui a parlé, il a parlé de restaurer l'image de la présidence. Je veux dire que le président de la République se fiche de l'image de la présidence. Ah oui, sinon, ça, il y a eu tellement de cas, les audiences monnayées, la garde, n'est-ce pas, qui fait des concussions, il n'a pas réagi. Merci, maître. On va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Oumar Touré, qui appelle de Bobo Dioulasso, concernant l'audit du fichier électoral. Monsieur Touré. Allô? Oui, Monsieur Touré, allez-y pour votre intervention. Oui, je vous entends faiblement, mais vous quand même, vous m'entendez bien. Oui, nous, on vous entend très bien. Donc, voilà, allez-y. Puisque vous n'acceptez pas qu'on fasse des jugements sur les participants à l'émission, je veux dire ceux qui sont sur le plateau, eh bien, j'épargnerai M. Siliga. Mais je tiens quand même à dire ceci, il n'appartient pas à des OSC, encore moins à des journalistes, de militer pour l'enrôlement, par exemple, des citoyens afin que des élections se tiennent à bonne date. Et ce rôle-là appartient aux partis politiques. Et vous venez de citer une coalition qui le fait bien. C'est à eux d'appeler leurs militants à aller prendre des camps d'électeurs pour pouvoir chasser du pouvoir ceux qui n'ont pas pu faire leurs preuves. Il le faut si bien, et Zéphirin Diabré aussi le fait très bien, il a toujours fait. Maintenant, il a bien fait également, ce Zéphirin Diabré, de se ressaisir à temps pour que, en fait, il ne soit pas victime, je ne dirais pas de la roublardise, mais de la ruse malicieuse et des ex-bons du CDP qui sont aujourd'hui les bons du MPP, qui savent utiliser les lois pour frauder, c'est-à-dire frauder légalement. C'est une fraude, mais comme elle est légale, on ne peut rien y faire. Et donc, il ne faut pas se laisser avoir par des gens qui ne font rien pour que la sécurité vienne, mais qui se lèvent à la dernière minute pour le faire. Pendant que les autres sont dans le doute, eux, ils ont pu se faire enrôler et ils passent haut les mains. Peut-être que ces partis politiques ont compris cela et ils appellent leurs candidats et leurs militants justement à aller s'enrôler. Mais cette réaction de Zéphirin Diabré me donne raison. La dernière fois, vous m'avez interpellé, mais j'étais en rupture de batterie, je n'ai pas pu répondre. Vous avez demandé, par exemple, qu'est-ce que moi je propose pour que les élections ne se tiennent pas. Qu'est-ce que je propose en lieu et place? Eh bien, j'allais proposer tout simplement qu'on envoie des hommes dans toutes les localités où il ne peut plus, le droit à la liberté d'aller et venir n'est plus possible. Il faut envoyer les forces de défense, sécuriser ces zones
avant que les élections ne puissent se tenir, parce que ce serait une vraie entorse à la Constitution. Voilà ce que j'allais proposer. Merci, M. Touré. Maintenant, Monsieur Touré, oui? Concernant l'éducation au vote, vous avez dit que les journalistes, les OSC n'ont pas ce droit de le faire. Vous avez dit que les journalistes... Ah, d'accord, c'était juste pour dire que la question du droit au vote est une question qui relève de tout un chacun. C'est appeler les gens à aller s'inscrire pour voter. Vraiment, tout le monde pourrait le faire et devait le faire normalement. Oui, mais vous me permettez de terminer? Oui, allez-y. Voilà. Donc, ma position par rapport aux élections, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, on ne fait pas les élections. Maintenant, Zéphirin Diabré a bien fait de dire également qu'il n'y aura pas d'élection si le fichier, justement, n'inspire pas confiance. C'est la preuve qu'on ne peut pas faire confiance à ceux qui gouvernent. Ils ont échoué lamentablement sur tous les plans. Maintenant, on donne dans la lame de bois pour faire des élections. Dans quelles conditions? Des conditions qui oublient qu'on assassine les enfants du peuple. Merci. On empêche les enfants du peuple d'être vivre chez eux. Merci, M. Touré. C'est quelque chose à ne pas faire. Merci, M. Touré, de nous appeler de Bobo, de nous donner votre point de vue sur ce sujet concernant l'audit. Oui, Lengani? D'abord, je voulais revenir rapidement sur l'affaire de la présidente du FASO. Je crois que si le président du FASO a senti la nécessité d'élever la voix sur cette question, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas tout catholiques. Ça veut dire qu'il c'est quelle question? La question de la transparence, la bonne gouvernance? Justement, c'est la bonne gouvernance. C'est la question d'Adamat Kanazoué, on n'a pas entendu le président du FASO. Non, avant ça, Silga disait qu'en décembre dernier, je pense, le président avait attiré l'attention de ses collaborateurs sur la nécessité de probité, etc. etc. Bon, je dis, s'il le dit, parce que c'est une évidence, partout il doit avoir la probité, s'il le dit, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas bonnes. Et c'est à lui de donner l'exemple. Dès lors qu'il y a eu ce cas de Kanazoué là, et Kanazoué lui-même, en tant que jeune, comme je l'ai dit, vraiment la meilleure posture pour lui, c'est de se mettre en retrait, de démissionner lui-même et d'attendre que justice se fasse. S'il ne le fait pas... Mais souvent, on dit aussi que chez nous, on n'a pas la culture de la démission. Oui, on a vu des cas aussi scandaleux, charbon fin, etc. On est resté à demander la démission des gens par eux-mêmes. Ce n'est pas arrivé. Oui. Pourquoi aujourd'hui, il faut demander à Adama? Non, moi je ne lui demande pas, je lui donne un conseil. Ce n'est pas une demande, je n'ai pas à lui demander quoi que ce soit. Il ne me doit rien. Je lui demande quoi, je le conseille éventuellement de démissionner et d'attendre. Bon, quand on dit où le président de FASO doit prendre des mesures de sauvegarde, en le mettant de côté. Et quand on dit que, bon, admettons, si vous sanctionnez un tel monsieur, et après la justice lui donne raison, mais il gagne doublement en ce moment. Parce que là, il devient... On est obligé de tenir compte de sa situation. Ok. On va prendre notre dernier téléspectateur. Monsieur Traoré Ousmane appelle de Bobo Dioulasso sur les victimes de Tanwal Bougou. C'est les 7 victimes de Tanwal Bougou. C'est sur ça que notre sujet a porté. Monsieur Ousmane Traoré. Oui, bonjour, Lukman. Bonjour. Allez-y pour votre intervention. Ok, d'accord. Moi, d'abord, je m'incline devant la depuis les 7 victimes. Franchement, ça fait tellement mal. Là. Ça fait très, très mal. Et la décision quand même prise par le ministère de la Défense pour mettre aux arrêts le capitaine qui a mené les opérations, c'est une bonne décision, mais je me dis que c'est une décision en connotation politique. Parce que comme Légal l'a dit, il y a eu d'abord Arbinda qui est là, qui n'a pas été jugé, comment on appelle ça, Tawalbougou 1, il y a eu un président Tawalbougou et Yirgou. Bon, tout ça là de Gourmet est resté quand même silencieux devant. Mais cette fois-ci, s'ils sont partis pour prendre des décisions, je me dis que c'est au vu des élections qui sont proches, quoi, qui sont en train de venir. Mais ce n'est pas mal. Et il y a une de nos principes qui est là, qui est de dire ne pas s'attaquer à des journalistes sur le plateau. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas là pour s'en prendre aux gens. Mais souvent, il faut que les gens aient quand même de l'humanisme. Parce que vous voyez, la réaction de Sylvia, souvent ça dit que ça choque. Quand il n'a pas de preuves. Monsieur Traoré, je serai obligé de vous dire ceci. Sur ce plateau, nous avons besoin de toutes les opinions, y compris celles qui plaisent, celles qui ne plaisent pas. C'est ça aussi la liberté
d'opinion, c'est ça aussi le pluralisme. Quand vous appelez pour parler, on vous laisse, on vous écoute. Ce que vous dites ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, donc je ne voudrais pas qu'on attaque mes invités, je voudrais qu'on s'attaque aux sujets qui sont proposés. Donnez votre point de vue, qu'il soit divergent, il n'y a pas de problème. Oui, Antoine Loukman, comment c'est une question de vie. C'est des gens qui sont morts, ils ont été torturés. Le député de Dori, il a témoigné. Comment un journaliste assis à Ouagadougou qui dit que non. Monsieur Ousmane Traoré, merci. Parce que vous savez que. Non. Merci d'avoir appelé pour votre intervention. On est obligé de se dire au revoir parce qu'il faut qu'on s'entende très bien sur ces appels qui nous font beaucoup honneur parce que nous voulons créer des conditions pour que tout le monde s'exprime. Mais de grâce, ne vous en prenez pas aux opinions des autres ou à leur personne. Ce n'est pas ce qu'on voudrait ici. En tout cas, merci d'avoir appelé et merci à tous ceux qui ont appelé. On continue sur ce plateau. Non, mais il y a un téléspectateur, n'est-ce pas, qui a parlé de l'appel au vote et qui dit que les journalistes, ce n'est pas le travail des journalistes, etc. Non, il faudrait dire que le vote est un acte citoyen. C'est vrai que les premiers concernés, ce sont les partis politiques, mais toute personne, c'est une question de sensibilisation, de civisme. Donc toute personne, n'est-ce pas, a le droit et le devoir d'inviter tout citoyen à accomplir son acte civique. Tout à fait. Donc ça, c'est pas... C'est la question de l'audit, là. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Parce que tout ce qui se fait autour actuellement, c'est la délivrance... L'environnement. Oui, la délivrance des CNIB. Sur la base de achat de conscience incroyable. D'accord. L'enrôlement, merci la manière à dont tous. se fait. Merci Lengani. Tout ça, c'est pour amener sur le fichier. Merci. Et on a intérêt à le fichier. Merci. On est donc au terme de cette émission. J'étais très heureux avec mes invités de débattre de tous ces sujets-là qui ont marqué l'actualité au plan national et international. J'étais donc avec Parfait Silga. Parfait Silga, il est journaliste, il est analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Maître Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci à Maître d'être passé. Et puis juste à droite, Évariste Faustin Concebo, il est donc président, le chroniqueur média et président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens. Merci d'être passé. Puis dernier invité, Lengani Issaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.